Mesdames et messieurs, bonjour. On se retrouve encore pour parler l'actualité nationale et internationale. Et aujourd'hui spécialement, nous allons parler l'actualité africaine. Free Speech, votre rendez-vous hebdomadaire, revient donc ce jour pour évoquer l'actualité africaine, notamment la tension entre le Mali et la Côte d'Ivoire suite à l'arrestation de 49 soldats ivoiriens sur le sol malien. Depuis quelques jours, quelques semaines et quelques mois, les deux nations sont sans suite pour un terrain d'entente. Comment pouvons-nous analyser cette situation qui date déjà de plusieurs semaines, je l'ai dit tantôt, de plusieurs mois également. Mes invités ici présents sont donc conviés à cet exercice pour l'analyse surtout. Et d'une tension à une autre, nous irons au Sénégal où là-bas, des opposants donnent de fil à retordre à Macky Sall après les législatives. La rentrée parlementaire a été le théâtre des échauffourées et même de fortes bagarres. Quel sens donner à cet acte? Nous allons ensemble ici sur le plateau commenter également ce fait. Et si le temps nous le permet, nous allons voyager pour aller en Angleterre pour évoquer les derniers instants de la reine Elisabeth II, décédée récemment. Nous allons évoquer également cette actualité-là. Je suis avec deux invités que je ne présente plus, qui sont déjà habitués de ce plateau. Aimé Juste Defodi, vous êtes journaliste. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est un plaisir renouvelé d'être à nouveau sur votre plateau. Le plaisir est partagé. À votre côté, il s'agit bien de M. Abdoulaye Hamzat. Vous êtes consultant et analyste également. Merci d'avoir accepté également notre invitation. Le plaisir pour moi. J'espère que ça va bien de votre côté. Je démarre mon premier sujet avec vous, la tension entre la Côte d'Ivoire et le Mali suite à l'arrestation de 49 soldats ivoiriens sur le sol malien. Aujourd'hui, on devrait situer les responsabilités. Qu'est-ce qu'on peut dire concrètement? Qui a tort ou qui a raison? Parce que le Mali qui traite ses soldats de mercenaires, de l'autre côté, la Côte d'Ivoire qui dit non, c'est dans la régularité. Bien sûr, les 49 étaient venus pour seconder leur père de la MISMA qui était déjà là. Et il y a une troisième partie que vous avez peut-être omis d'ajouter. Allez-y, donnez-moi l'information. La troisième partie, c'est bien sûr l'ONU. C'est parce que si la Côte d'Ivoire affirme que ces militaires devraient débarquer sous un mandat normal, officiel, et bien ce mandat devrait être celui des Nations Unies. Tout à fait. Donc, l'Organisation des Nations Unies aussi, à son niveau, a eu un moment de flou et de doute par rapport à une réaction prompte. Il y a eu aussi l'Allemagne qui était censée aussi accueillir une partie de ces militaires qui n'a pas fait de communiqué pour démentir ou pour reconnaître. Qui n'a pas donné un avis concret par rapport à la situation. Exactement. Et je pense que à ce propos d'ailleurs, la Côte d'Ivoire a manqué de beaucoup de soutien qui devrait se manifester. Donc ça entérine le flou autour de ces 49 soldats, de ces 49 militaires ou mercenaires si vous voulez. Et moi j'analyse en fait ces 49 soldats comme étant un peu un cheval de Troie. Vous savez, le cheval de Troie, lors de la guerre de Troie, était ce cheval qui était donné aux Troyens pour entériner la paix. Mais la guerre a continué parce que des soldats étaient cachés dans ce cheval de Troie et ça a fait basculer la guerre en faveur des Grecs. Donc, dans ce schéma, je peux dire aussi que ces 49 soldats étaient un cheval de Troie. On peut les appeler comme on veut aujourd'hui. Pour le Mali, c'est des mercenaires. Pour les Ivoiriens, c'est des soldats réguliers qui étaient mandatés pour une mission de paix, de sécurité sur le territoire Mali. Et pour savoir celui qui a tort ou qui a raison, eh bien, je pense que c'est la question à 1000 €. Il faudrait vraiment savoir qui a tort ou raison dans cette histoire. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a eu une vice de procédure clairement au niveau des trois parties, que ce soit au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau des Nations Unies et ainsi qu'au niveau du Mali. Il y a eu une vice de procédure, il y a une faille procédurale à ce niveau. Mais après, il s'agit aussi de la gestion, parce que la gestion est fait en sorte que le Mali, pour le Mali aujourd'hui, c'est des mercenaires. Et c'est des mercenaires qui serviront désormais de monnaie d'échange. Le Mali est donc prêt à les libérer. Tout à fait, on va revenir sur ça quand vous le voudriez bien, mais c'est ça le principe. Le principe, c'est que le Mali aujourd'hui veut s'en servir comme monnaie d'échange
Et ça va fragiliser la diplomatie bilatérale entre le Mali et évidemment la Côte d'Ivoire. Tensions qui se sont déjà exacerbées depuis les sanctions de la CEDEAO. On a vu la Côte d'Ivoire bomber le torse et surtout... Qui était au premier plan même par rapport à ces différentes sanctions-là. En contrariant surtout les plans d'Assimi Goïta. Donc on va dans le sens d'un enlisement diplomatique et bien intelligent, celui qui nous dira qu'on sortira demain ou le jour d'après. Aimé juste Desfordy, est-ce qu'on peut dire, tout à l'heure Hamzat évoquait le flou qu'il y a autour de cette situation, notamment la réticence de l'ONU qui n'a pas été très claire dans sa position. De l'autre côté, l'Allemagne aussi qui n'a pas été claire dans sa position. Est-ce que ces réticences-là peuvent donner raison au Mali de qualifier vraiment ces 49 soldats de mercenaires? Plus ou moins. Plus ou moins, d'abord, ces deux peuples frères, la Côte d'Ivoire et le Mali, donc nous ne sommes pas là pour condamner l'un au détriment de l'autre. Tout à fait. Nous sommes là juste pour analyser la situation. Pour analyser la situation. Et c'est pourquoi je dis tout à fait, on pourrait à première vue donner raison au Mali. On va rappeler le contexte légèrement pour que les gens puissent mieux comprendre. Le Mali est dans une situation où il y a eu un coup d'État, il y a eu un punch qui a amené Assimi Goïta au pouvoir. Et dans ce contexte, la CEDEAO a sanctionné sévèrement le Mali. Et dans ce type de sanctions, Mali a estimé que c'est parce que la France est derrière. La France ne veut pas quitter le Mali qu'elle exerce son pouvoir sur la CEDEAO et que la CEDEAO a pris des sanctions aussi sévères envers le Mali. Et l'un des piliers comment dire, de la CEDEAO ayant participé à cette sanction, voilà, c'est le président ivoirien, Alassane Ouattara. Donc pour Mali, la Côte d'Ivoire est entre griffes un ennemi de la réussite ou de la refondation du Mali. Parce que l'objectif de la junte au pouvoir, c'est de changer les choses. Et donc on estime que si les autres, il y a eu punch au Burkina, en Guinée, et que il n'y a pas eu de sanctions internationales à ce titre comparativement au Mali, c'est parce qu'on reproche quelque chose au Mali, principalement le fait que le Mali demande à la France de quitter le pays. Donc déjà, qu'on le dise ou pas diplomatiquement, le Mali a déjà une tension contre la Côte d'Ivoire. Et dans ce contexte où Barkhane est en train de partir, où la France est en train de partir, où la France, malgré qu'on lui dit de partir, dénonce matin, midi, soir, comment les choses se passent au Mali. Et dans ce contexte, 49 soldats ivoiriens prennent l'avion, viennent en Côte d'Ivoire sans un ordre de mission. Au Mali. Sans aucune preuve qu'ils sont venus pour l'aménagement. Qu'ils sont venus pour la paix. Pour la paix. Avec selon, comment dit-on, le porte-parole du gouvernement malien, avec des munitions, des armes. Alors, je sais déjà que plus ou moins, vous n'avez pas été très commode avec moi dans le passé. Et que là, je n'ai aucune preuve, aucune certitude que vos soldats sont venus réellement en mission. Parce que je ne suis pas informé, ni par la MINUSMA, ni par l'ONU, donc, qu'il y aura un relais des casques bleus de la Côte d'Ivoire qui sont sur le sol malien. Ils débarquent sans ordre de mission. Et donc, j'ai tout le droit, selon les dispositions de mon pays, de dire, attention, venez, on doit comprendre ce qui se passe. Et donc, les considérer comme des mercenaires, parce qu'il n'y a aucune preuve. Et c'est ce qu'on dit, au fait. L'ONU, Berlin, n'ont pas été clairs sur la mission. À aucun moment, ils n'ont fait sortir les preuves, les ordres de mission pour dire, oui, ça a été autorisé, le gouvernement malien est informé qu'il y aura des soldats ivoiriens qui vont venir sur le territoire. Non. Et donc, dans ce cas, on ne pourra pas reprocher aux Maliens d'être prudents. On ne pourra pas reprocher aux Maliens de dire, attention, voyons les choses, certainement, ce sont des mercenaires. Parce que l'autre chose, et vous avez dit, on y revient, c'est que la Côte d'Ivoire est en train de s'installer comme un pays de refuge. Un pays d'asile par rapport... d'asile, pas seulement pour, comment on appelle, le Mali, hein, le Burkina. Vous vous rappelez, l'ancien président burkinabé, quand il a voulu avoir affaire à la justice, il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Donc c'est comme si quand quelqu'un agit dans son pays mal contre la sécurité de l'État, peut facilement se retrouver en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire le protège. Et dès lors,
le Mali réagit de cette manière. En retour, la Côte d'Ivoire voudrait ramener ses soldats. Mais je crois que la manière dont la Côte d'Ivoire s'y est pris tout de suite n'est pas la bonne manière. Ça a été tout de suite la guerre, ça a été des déclarations interposées de telle manière à démontrer que nous sommes puissants et qu'on peut vous obliger à pouvoir libérer ces soldats. Merci. Mais juste, la situation perdue pratiquement depuis quelques semaines déjà, on pensait que ça serait une situation au-delà peut-être d'une semaine, ça sera réglé. Mais là, nous sommes pratiquement à quelques 8 semaines comme ça de cette situation, 2 mois environ. Alors, Abdoulaye, la question que je voudrais vous poser, c'est par rapport à la position du Mali. C'est vrai que le Mali a été victime d'une certaine sanction, Aimé l'a rappelé tout à l'heure, de la CEDEAO, ou c'est la Côte d'Ivoire même qui a été au premier plan à travers son président Alassane Ouattara. Maintenant, aujourd'hui, peut-on dire que le Mali est en train de venger cette sanction qui lui a été infligée entre-temps? En détenant les 49 soldats jusque-là. Je ne pourrais pas dire oui, je ne pourrais pas dire non, parce que ce serait trop facile que d'affirmer que sur la base des sanctions octroyées par l'ONU en son époque et soutenues activement par la Côte d'Ivoire, et pas que la Côte d'Ivoire, on a eu aussi le Sénégal, on a eu le Nigeria aussi qui se sont manifestés. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui est beaucoup plus active dans cette sanction-là. Je pense que c'est partagé. C'est vraiment partagé. La Côte d'Ivoire a soutenu une sanction, le Sénégal aussi a soutenu une sanction parce qu'il s'agit d'un coup d'État. Évidemment, on ne peut pas soutenir un coup d'État dans l'espace de la CEDEAO, on ne peut pas l'encourager, c'est contre les dispositifs de la CEDEAO aussi. Mais la particularité malienne, il faut le souligner aussi, c'est qu'on a eu droit à 2 coups d'État dans la foulée. Donc la Guinée, si je ne me trompe pas, n'a pas eu cet aspect. Et le Burkina non plus n'a pas eu cet aspect. Donc, ajouter à cela aussi la rupture diplomatique avec la France, comme mon confrère l'a souligné tout à l'heure, ça a pesé aussi sur la balance dans le choix de la Côte d'Ivoire et du Sénégal aussi d'aller d'aller pour plutôt les sanctions contre le Mali. Aujourd'hui, on peut dire aussi que ça a joué sur la balance d'une certaine façon. Ça a joué sur la balance dans la mesure où le Mali ne veut pas forcément négocier sur une table comme 2 pays frères, comme l'a dit mon confrère. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ils sont peut-être 2 pays frères, mais je pense que quand on parle de 2 pays frères, on est plus apte à aller vers le dialogue, on est plus apte à aller vers les négociations, à trouver un consensus pour que tout le monde soit satisfait des 2 côtés. Aujourd'hui, il n'y a pas de dialogue. On voit des communiqués interposés par presse interposée et ça occupe tout l'espace médiatique. C'est comme pour dire jusque-là, ils n'ont pas encore trouvé un terrain d'entente parlant des 2 pays. Et honnêtement, au vu de l'actualité aujourd'hui, l'entente n'est pas pour demain. Parce que les critères, c'est vrai, le Mali, il y a quelques jours, a libéré 3 soldats pour la cause. Notamment les femmes. Humanitaire. Ce serait pour une cause humanitaire. Mais moi, je vois que c'est plus pour montrer une image beaucoup plus saine du Mali quand même, comme étant... Pour montrer qu'ils sont prêts en quelque sorte à aller à la table de négociation afin de libérer les 46 soldats restants. Oui, on peut le dire ainsi, mais ça c'est l'apparence, parce que si on libère, soit on libère tout le monde, soit on libère personne. Quand on parle d'humanitaire, l'humanitaire c'est quoi? C'est aller vers une cause dédiée à l'humain, c'est écouter plus l'humain. Et si on choisit que la voie féminine pour défendre, mais parmi les soldats, il y en a qui sont malades, il y en a qui sont souffrants, il y en a qui ont des familles et tout ce qu'il y a autour. Donc l'humanitaire, c'est tout ou rien en fait. Donc je trouve que c'était une apparence pour quand même alimenter ou embellir une image d'un Mali qui se veut quand même apte à discuter, mais dans les faits, ce n'est pas le cas. Si le Mali voulait libérer les 49, il devait le faire depuis. Donc aujourd'hui, je pense que le Mali est plus en train de jouer sur le temps par rapport aux exigences formulées pour la Côte d'Ivoire. Et je pense que la Côte d'Ivoire ne va pas accepter ces exigences. C'est mort d'avance à partir du moment où vous l'avez aussi rappelé. La Côte d'Ivoire est connue comme étant un État qui protège la plupart du temps les exilés politiques, les exilés économiques. Et on n'a pas encore vu dans l'histoire la Côte d'Ivoire livrer un
un justiciable, je vais dire, d'un autre pays pour ce genre de cause. Donc, ce n'est pas prêt d'arriver. Donc, le Mali n'est pas aussi prêt d'obtenir ce qu'il veut. Mais on est face à un mur aujourd'hui. On est face à un mur et il faut que la situation puisse se décanter. Puisse se décanter, et pour certainement. Pour le faire, il n'y a pas deux possibilités, il n'y a qu'une seule. Que de négocier. Il faut négocier, il faut trouver une entente, il faut laisser de côté les divisions les à égos, l'interne, les égos partagés et aussi les questions de vengeance issues notamment de ces fameuses sanctions de la CEDEAO qu'on peut voir sous un certain aspect de réponse à ce qu'ils ont subi. Donc, ça serait vraiment difficile, comme vous l'aviez dit, parce que là, maintenant, la situation perdue. Mais juste Défodi, tout à l'heure, Hamzat l'a rappelé, il a dit tout simplement que les conditions, ou bien les exigences du Mali aujourd'hui sont vraiment très loin d'être résolues par la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que avec ces exigences-là, le Mali risque de durcir le temps après, de suivre ses 46 soldats restants, ou du moins par la suite, le Mali peut lâcher prise? Comme il a dit, je crois que ce sera difficile, parce que ça va de mal en pis, on dirait. Déjà, il y a le Togo qui s'est proposé comme médiateur. Donc, entre... pour cette crise bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Mali, le Togo s'est proposé comme médiateur. Et dans le dernier communiqué du porte-parole du gouvernement du Premier ministre Choguel Maïga, il disait que le Mali ne va accepter que la médiation du Togo. Et donc, si on fait intervenir la CEDEAO, comme l'a promis la Côte d'Ivoire, que les choses vont s'envenimer. Donc, déjà, c'était clair. Si vous pensez que vous avez d'influence, allez le communiquer et à comprendre si vous avez d'influence sur la CEDEAO. Vous allez vous réunir en sommet des chefs d'État et de gouvernement et prendre de nouvelles sanctions contre le Mali pour pouvoir nous obliger à libérer les 46 soldats. Ce sera de l'huile sur le feu. Nous aussi, nous allons vous démontrer que nous ne sommes pas prêts à libérer les 46 soldats, sauf après médiation et que vous ayez plus ou moins satisfait nos exigences. Maintenant, le problème fondamental se trouve au niveau des exigences que le Mali a. Déjà, il faut rappeler que les soldats sont jugés, ayant voulu porter atteinte à la sûreté de l'État malien. Donc, ils sont condamnés plus ou moins par la justice malienne. Il faut trouver un terrain d'entente. Voilà l'exigence que le Mali a actuellement. Voilà ce qui est dit et voilà le recours que la Côte d'Ivoire a. C'est ce qui démontre que tout se complique parce que la Côte d'Ivoire dit il faut que le Mali libère mes 46 soldats ou sinon il convoque une assemblée extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui pourrait éventuellement prendre de nouvelles sanctions contre le Mali. Et comme on l'a dit tout à l'heure, que ce soit officiellement dit ou pas, s'il n'y avait pas eu cette situation de sanctions, ce précédent, c'est sûr qu'ils se seraient déjà compris depuis et les soldats se seraient déjà libérés au fait. Qu'on le veuille ou pas, il y a ça qui a fait que Mali a durci le ton. Mali a voulu marquer le coup à Abidjan pour dire non, si entre-temps vous avez fait ça, c'est à votre tour de subir nos sanctions, de subir la rigueur de notre justice. Mais juste, Défodi, dans les exigences, au-delà de la libération de ces exilés au Mali, en Côte d'Ivoire, dont le Mali est en train de réclamer, il y a que le Mali demande aussi à ce que la Côte d'Ivoire puisse reconnaître officiellement que ces soldats qui étaient venus en Côte d'Ivoire n'étaient pas réellement en mission régulière. Est-ce que vous ne pensez pas que la Côte d'Ivoire pouvait utiliser peut-être cette arme-là, faire son mea culpa pour revenir en arrière? Non, ça va créer plus de problèmes diplomatiques. Si jamais la Côte d'Ivoire ouvre la bouche à travers un communiqué officiel pour dire que ce sont des soldats mercenaires, or ce sont des soldats on pouvait masquer des mots pour quand même essayer si de si le Mali voudrait que la Côte d'Ivoire puisse reconnaître que les soldats sont des mercenaires, c'est grave. Parce que c'est pas un groupe armé indépendant. Ce sont des membres, ce sont des employés de l'État ivoirien. Donc, des soldats reconnus ivoirienne. par l'armée ivoirienne
et formés. Donc, si la Côte d'Ivoire fait ça, c'est grave au fait. Ça va créer plus de problèmes que cela ne va apporter de solutions. Donc déjà, c'est mort. C'est pas possible sur ce plan. Maintenant, sur l'autre exigence, le Mali exige la libération de ceux contre qui il y a un mandat d'arrêt international, notamment en l'occurrence Karim Keïta, le fils de l'ancien président. Il y a Boubou Cissé, je crois, l'ancien premier ministre, ou comment est-on, l'ancien président, et aussi l'ancien ministre de la Défense et des Affaires étrangères, Thiéman Koulibaly, je crois bien. Et donc, la Côte d'Ivoire a répondu immédiatement, a dit, pas question qu'on libère les exilés qui éventuellement vivent ou résident en Côte d'Ivoire. Donc actuellement, il n'y a aucun point de compréhension, il n'y a aucun point d'entente entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Et finalement, vous verrez que c'est la CEDEAO qui va intervenir. Et je me demande, quand la CEDEAO va intervenir et prendre des nouvelles sanctions contre le Mali, est-ce que cela ne va pas envenimer et aggraver la situation? La situation. C'est une question que vous posez, certainement votre vis-à-vis peut trouver une réponse à ça. Aujourd'hui, Hamzat, c'est entre les deux pays qui doit baisser aujourd'hui la garde, qui doit essayer de cultiver peut-être l'humilité pour permettre de trouver un terrain d'entente entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Je crois qu'en diplomatie, les risques sont partagés, les charges sont partagées, et aussi les responsabilités également sont partagées. Donc, pour ma part, je crois que la Côte d'Ivoire et le Mali doivent redescendre d'un cran, trouver une issue pour régler ce problème. Mais ce qui est certain aussi, parce que c'est là où j'allais aussi souligner que c'est vraiment fondamental. Allez-y. C'est au niveau de la communication. Vous voyez, c'est hyper médiatisé. Autrefois, on connaissait la diplomatie également comme étant un jeu des coulisses, de la discrétion, de la discrétion, des négociations. Mais là, à chaque fois, on a des communiqués de presse et à tout va. Du coup, c'est hyper médiatisé. Donc, pour qu'on trouve une véritable solution, il faudrait retourner à la base de la diplomatie. La diplomatie à travers les négociations en sourdine, en coulisses et en jouant bien sûr le jeu des couloirs et des relations. En impliquant, pourquoi pas, les médiateurs. Si le Togo a la côte du côté du Mali, pourquoi ne pas faciliter les choses et faire en sorte que le médiateur joue son rôle des deux côtés, c'est-à-dire être le pont qui va relier le Mali et la Côte d'Ivoire en trouvant un terrain d'entente. C'est là le nœud du problème. Donc, pour sortir de ce problème, il va falloir faire recours à la diplomatie, à la négociation, mais en retournant à la base de ce que c'est que la diplomatie. Et aussi passer par la discrétion, comme vous êtes en train de le dire. Mais je reste avec vous. Et attention aussi à la poudre qui peut envenimer les choses. Si la CEDEAO s'empare de ce sujet et en fait... Ça serait vraiment difficile. Ça risque de faire en sorte que le problème soit continué. Soit explosé également. Je reste avec vous. Vous avez évoqué tout à l'heure la médiation de Faure. Une médiation proposée même par Faure Gnassingbé, le président togolais, qui a été accepté d'emblée par surtout le Mali. Parce qu'entre-temps, Faure a été l'artisan premier dans la levée de sanctions de la CEDEAO envers le Mali. Est-ce qu'aujourd'hui, Faure a vraiment cette capacité-là, à réunir les conditions nécessaires pour décanter cette situation-là, selon vous? Le statut de Faure Gnassingbé, c'est déjà un président, un chef d'État. Donc les chefs d'État, on peut en discuter, c'est discutable évidemment. Un chef d'État a tout de même la carrure et la force de pouvoir négocier, de pouvoir être un médiateur. C'est connu de tous. Est-ce qu'il a la capacité de le faire? On ne l'a pas connu précédemment comme étant médiateur dans ce genre de situation, mais avec la sortie ou plutôt l'annulation des sanctions à l'encontre du Mali, on peut quand même dire qu'il a joué un coup de maître par rapport à ce qui est de la médiation. Donc, logiquement, il a l'aptitude et la carrure pour gérer. Nécessaire. Tout est une question maintenant des deux parties. Les deux parties. C'est les deux parties qui doivent jouer le jeu et laisser le médiateur jouer son rôle de médiateur, faire des concessions, chacun de son côté, pour que la situation puisse se trouver une solution. Mais juste sur la même question, est-ce qu'aujourd'hui, avec la médiation de Faure Gnassingbé, le président togolais, est-ce que les deux parties peuvent lui laisser la main facile aujourd'hui de trouver une solution par rapport à ça? Non, qu'on le veuille ou pas, malgré toutes les déclarations de Bamako,
on sait que... Et de la Côte d'Ivoire aussi. Et de la Côte d'Ivoire, on sait que Bamako est ouvert d'une part aux négociations et à ce que ça se calme. Qu'on le veuille ou pas, Bamako a énormément de choses à gérer. Déjà, la crise liée, la crise économique est liée aux sanctions et tout ce qui va avec. Il y a le djihadisme qui est là à gérer. Le départ de Bakam, l'installation de Wagner ou comment vous dites. Et donc, il y a tout ça là que Mali a à gérer et la reconstruction du pays. Ce qui serait un atout primordial ou qui va démontrer l'ouverture de la Côte d'Ivoire pour qu'il y ait accalmie, c'est que la Côte d'Ivoire démontre son soutien au Mali dans cette reconstruction-là. Que la Côte d'Ivoire ait plus d'ouverture en disant « Ok, nous sommes des pays frères, il y a eu peut-être un moment de tension, on ne s'est pas compris, on n'a pas accepté le punch qu'il y a eu, mais la situation est déjà arrivée, on vous soutient de notre manière, on ouvre nos frontières, on renforce nos relations bilatérales, diplomatiques, et que vous puissiez construire votre pays pour que dans 2 ans, dans 3 ans, vous puissiez aller mieux. Si la Côte d'Ivoire prend cette position actuellement, vous verrez que qu'on le veuille ou pas, que ce soit médiatisé ou pas, Bamako va se calmer plus ou moins. Parce que ce que Bamako veut actuellement, c'est qu'il y ait du soutien autour du Mali. Et qu'il y ait une reconnaissance de la part de du pouvoir en place et que cela puisse leur permettre de mettre en œuvre leurs programmes ou leurs idées pour leur pays. Ce qu'ils n'ont pas. Et ils trouvent que plus ou moins la France passe par la Côte d'Ivoire pour pouvoir agir. C'est l'interprétation qui est donnée, au fait. Que ce soit vrai ou pas, c'est l'interprétation que Bamako donne. Donc, que la France passe par la Côte d'Ivoire pour pouvoir influencer les décisions de la sous-région ou de la Côte d'Ivoire envers le Mali. Donc, si déjà on peut avoir cette ouverture de côté de la Côte d'Ivoire, vous verrez que la tension va commencer par se calmer peu à peu et les choses iront de mieux en mieux. On va suivre cette actualité-là de près, mais juste Abdoulaye Hamzat, on va suivre cette actualité-là de près. C'est vrai que peut-être les semaines à venir, ça, surtout avec la médiation de Faure Assingbe, le président togolais, ça pourrait nous donner peut-être une autre solution par rapport à cette crise-là. J'allais finir, finir en complétant ce que mon confrère a dit. Le véritable problème du Mali aujourd'hui, ce n'est pas les 49 ou 46 militaires. La priorité est ailleurs. La priorité est ailleurs. Et j'ai un peu l'impression aussi qu'on joue ce que Charles Pasqua a dit. Charles Pasqua a dit pour enterrer un problème, il faut en créer un autre et créer un autre jusqu'à ce qu'on n'en parle plus. Donc le vrai problème du Mali, c'est quoi? C'est la crise sécuritaire. Le Mali ne contrôle quasiment plus de 60% de son territoire. Les 2 tiers, le vrai problème aussi, c'est aussi l'économie. Les Maliens sont en souffrance, c'est vrai. La crise liée aux sanctions y est pour beaucoup. Mais avant cette crise, il y avait la crise sanitaire. Et tous les pays du Sahel en ont souffert directement ou indirectement. Et ça continue de sévir. Et le Mali est aussi fermé à l'idée de continuer à dialoguer avec la France. Il y a eu une rupture aussi à ce niveau. Donc il faut tout reconstruire diplomatiquement. C'est vrai, avec la Russie, on a quelques garanties. Le Mali a quelques garanties liées à la sécurité, mais ce n'est pas suffisant, j'allais dire, pour juguler le problème malien. Donc le problème malien, il est triptyque: économique, politique, social et sécuritaire aussi. Donc c'est là le nœud. Il ne faudrait pas qu'on continue de parler d'un problème qui n'aurait en réalité qu'une crise bilatérale entre 2 États, au lieu de se concentrer exclusivement sur le Mali. Parce que c'est là où est attendu Assimi Goïta. Les résultats, c'est à ce niveau qu'il est véritablement attendu. Nous allons encore vous inviter sur un autre sujet, notamment spécialement sur le Mali, faire un peu le bilan de la gestion de Assimi Goïta et définir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quelques priorités, voir par quelle manière Assimi Goïta et son pouvoir pouvaient réussir ce challenge, ce défi-là. Nous allons aborder le second sujet. Il s'agit du Sénégal, où là-bas aussi il y a une tension, mais cette fois-ci, ce n'est pas 2 pays, c'est les mêmes frères, les mêmes députés, mais juste des fois, je ne sais pas si vous avez suivi cette scène de ring entre les députés à l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'au Bénin, on parle en temps de tam-tam, de chansons, ça ne revient pas. Mais au Sénégal, la fois dernière, lors de la rentrée parlementaire, on a suivi un peu des bagarres, des coups de poing entre les pères de famille. Avant de revenir sur cette scène-là, je voudrais votre impression sur l'opposition
du Sénégal qui a réussi à damer le pion à Macky Sall. On a même dit que depuis 1960, c'est la première fois que le pouvoir perd la majorité absolue. Sur 165 députés, le pouvoir en a récolté uniquement que 80. Ça passe de 125 députés à environ 82 députés. Votre réaction par rapport à ce défi, à cette victoire entre griffes de l'opposition sénégalaise? Déjà, il faut féliciter l'opposition sénégalaise, mais dire que de façon commune, les peuples d'Afrique ont quelque chose ensemble. Ils subissent. Ils subissent, ils subissent, ils subissent, jusqu'à un niveau donné, ils disent non, c'est qu'ils réagissent. Ils démontrent, au fait. Dans la sous-région, vous verrez, lorsque les peuples africains veulent faire de votes sanctions, sauf si l'élection est fraudée, si l'élection ne reflète pas la voix du peuple, vous verrez qu'ils sont unanimes, en fait. Ce sont des peuples très endurants, ils patientent, c'est que indulgents, ça peut aller, ainsi de suite. Jusqu'à un moment donné, que l'occasion se présente. Ils disent, on en a marre, ils le démontrent réellement. Vous allez, même l'opposition a critiqué au-delà de ce que vous dites, que ce n'est pas forcément les résultats réels sortis des urnes. Parce que si il y avait réellement les résultats selon l'opposition, la majorité revenait d'office à l'opposition, la majorité absolue. Donc déjà, on félicite les leaders de l'opposition pour leur veille, pour leur travail, pour leur campagne, parce que ce n'est pas évident de battre un président au pouvoir, surtout en Afrique. Le président est non seulement le chef de l'État, le chef du gouvernement, mais a souvent à sa solde toutes les institutions du pays. Et donc, avec tout ça, c'est souvent compliqué même si vous avez une majorité, le président a toujours la majorité absolue. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, depuis 1960, c'est la première fois que cela arrive. Et donc cela démontre qu'il y a un profond malaise au sein de la classe politique et au sein du peuple sénégalais qui, à un moment donné, a voulu exprimer sa voix discordante. Est-ce qu'on peut parler de la maturité du peuple sénégalais à vouloir peut-être faire asseoir réellement la démocratie? Pas forcément. Je dis pas forcément parce que quand le peuple réagit de cette manière, c'est pas que ceux qui sont élus dans l'opposition sont forcément meilleurs, mais le peuple veut sanctionner ceux qui sont au pouvoir. C'est ce qui se passe. L'idée première, c'est beaucoup plus la première, c'est de démontrer que ce que vous faites, nous ne sommes pas d'accord, nous l'avons exprimé, vous n'avez pas voulu écouter, voilà la preuve que nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous êtes en train de faire. On va revenir, Abdoulaye Hamzat, vous êtes consultant, c'est la première fois, on a dit tout à l'heure que le pouvoir perd une majorité à l'Assemblée nationale. Depuis quelques mois, on constate l'opposition active sur le terrain. Est-ce que vous avez senti cet échec-là du pouvoir venir? Alors, Bertrand Badi, qui est un éminent chercheur en sciences politiques, aime bien citer ce proverbe malien, on ne peut pas raser la tête à quelqu'un en son absence. Et je pense la tête doit être présente. Et l'individu doit être présent. C'est des données qui ont échappé à Macky Sall. Macky Sall a commis des erreurs et des boutes politiques durant son premier mandat. Ensuite, a répété la même chose pratiquement. Il est en train de répéter les mêmes erreurs. C'est comme s'il n'a pas appris des erreurs de son premier mandat. Et les voix sont en train de monter dans les rues, au sein du social, au sein de la classe sociale sénégalaise, les voix montent. Et pour parler maintenant des représentants populaires, donc les députés, les élus, eh bien, Macky Sall est face aujourd'hui à un mur de contestation qui fait bien plus, 3 à 4 fois le mur de Berlin, si je peux m'exprimer ainsi. Donc aujourd'hui, le défi, il est là pour Macky Sall. Il doit faire en sorte de ne pas passer sous l'humiliation politique, parce qu'il est en train de perdre petit à petit tout ce qu'il a eu à gagner en tant que figure de changement, figure du changement sénégalais, figure d'une certaine transition politique après Abdoulaye Wade. Donc il est en train de perdre du terrain. Et le pire, c'est que les opposants sénégalais le lui rendent très bien. Ils arrivent à bien s'organiser. Durant la dernière élection législative, vous l'avez vu, ils se sont réunis en une coalition malgré l'absence de Sonko, le véritable opposant. C'est vrai, il était l'image, la figure de l'opposition, exactement, mais beaucoup
d'autres figures ont dû être exclus parce qu'ils n'ont pas respecté certains critères liés aux dispositions de la Cour constitutionnelle. Donc, malgré ces absences, ils ont réussi quand même à avoir 80 députés. C'est énorme. Je vais dire, c'est jamais arrivé, comme l'a dit mon confrère, sous ce régime semi-présidentiel, je vais dire. Donc, c'est là où est le nœud de la question. L'opposition est de plus en plus forte. Est-ce que Macky Sall va gouverner? Contrairement à beaucoup d'analystes, je dirais oui, il va gouverner sans aucun problème. Pourquoi? Parce que, ayant la majorité et tenant encore un peu le bout de cette majorité, même s'il y a des voix discordantes au sein de sa propre majorité, vous l'avez constaté lors de l'élection dernière, son ancienne première ministre a quand même boycotté la prise de parole du président pour manifester sa contestation vis-à-vis de ce choix, de ce pion de Macky Sall. Donc, ça ne sera pas aisé, mais il va quand même réussir à gouverner. Il s'agit maintenant, enfin, c'est le rôle de l'opposition de mieux s'organiser, parce que si l'opposition se fragilise avec les voix discordantes pour le jeu du leadership, eh bien, ça ne va pas du tout le faire. Le combat, il est là. Ils ont réussi quand même une percée absolue. On n'a jamais vu ça depuis longtemps, mais ça reste à faire, en quelque sorte. Beaucoup de choses restent à faire. Ils ont gagné une partie, ils n'ont pas gagné la bataille. Ils n'ont pas gagné la bataille. Mais juste, vous condamnez en off tout à l'heure, je vais revenir sur ça, le fait de l'inorganisation en quelque sorte de l'opposition par endroit dans les pays africains. Aujourd'hui, c'est vrai, on peut tirer un coup de chapeau à l'opposition sénégalaise. Alors, à l'Assemblée nationale, tout à l'heure, je l'ai dit dans mon introduction, des bagarres et autres, on a constaté que l'opposition a boycotté carrément le vote du président de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous donnez raison à l'opposition qui a pratiquement fait ce qu'on appelle la politique de chaise vide, ou du moins cette opposition devrait tenter le coup et pourquoi pas avoir le président de l'Assemblée nationale sénégalaise? Je vais répondre à votre question, mais si vous me permettez, je voudrais revenir sur la bagarre. Parce que ce n'est pas nouveau. Ça arrive régulièrement en Afrique que des parlementaires, des pères de famille, des honorables se donnent des coups de poing. Je précise, parce que normalement, ils doivent être honorables. Se permettre de donner des coups de poing, de se battre. Quel exemple pour la jeune génération, les jeunes leaders politiques. Et quel exemple simplement pour l'Afrique, pour les autres pays qui observent l'Afrique. Permettez-moi d'aller contre vos propos. Moi, je trouve que ça montre un peu la bonne santé de la démocratie. Ah bon? En se bagarrant? En se bagarrant à l'hémicycle. C'est vrai, les contextes ne sont pas pareils. Mais quand vous allez même dans les grandes démocraties comme la France, où l'Assemblée est vraiment vivante, on va parfois même pas jusqu'au coup de poing, certainement pas. Et c'est ça, lui, il est en train de condamner. On va à l'affrontement. Et c'est bien pour l'image de la démocratie, ce genre de choses. Ce qui est par contre déplorable, c'est la présence peut-être de militaires, de gendarmes, des forces de l'ordre pour réguler. Pour disperser ces bagarres. Oui, allez-y. Oui, ce que je disais, c'est exactement le problème. Tout le monde, le Parlement existe. Et c'est pourquoi il y a une majorité, il y a une minorité. Parce qu'on voudrait qu'il y ait deux différentes voix. Et dans la confrontation, la lumière puisse jaillir, comme le dit l'adage. Mais dans ce cas-ci, ils vont jusqu'aux mains, au coup de poing. C'est pas honorable, comme leur nom le dit. Quel que soit ce qui arrive, ça doit être la guerre des idées, ça doit être la guerre de la méthodologie, de la stratégie, et non la guerre des coups de poing ou de qui a plus de force que l'autre. Et ce qui a déploré, c'est l'intervention, comme on le disait tout à l'heure, des militaires, des gendarmes, pour venir disperser ou calmer la foule. Ça n'honore pas le pays, ça ne donne pas une bonne image. On parle de franchise parlementaire. Maintenant, quand on revient à votre question, déjà, c'est un problème de façon générale. Ce n'est pas unique au Sénégal. L'opposition africaine a énormément la bouche, faire des campagnes, des dénonciations et autres, mais au moment de s'organiser, de s'unir, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème fondamental. Mais là, ils se sont organisés. Ils se sont organisés. Avoir même déjà la majorité, avoir jusqu'à 80 députés une première fois, vous ne pensez pas que c'est entre-temps parce qu'il y a une organisation? La majorité présidentielle a obtenu la majorité absolue parce qu'ils ont fait une coalition. Mais malgré que ce soit une coalition sur les 84,
c'est seulement une voix dissidente vous avez eu. Une abstention, 83 sur 84. Vous avez vu comment ils se sont entendus. Or, au départ, c'est l'ex-première ministre Aminata Touré qui était pressentie. Mais malgré ça, malgré cette discordance qui peut se retrouver au milieu de la majorité présidentielle, ils se sont entendus pour élire le président, pour élire un nouveau. Mais chez les opposants, qu'est-ce qui s'est passé? Au milieu déjà, au sein de l'Assemblée, il y a eu 2 coalitions tout de suite. Et chaque coalition a fait sortir un candidat. Il y a eu un 3e candidat. Dans ce cas, vous avez 80 votants contre 83 de l'autre côté. Et qu'au-delà de ça, parmi vos 80, vous partagez déjà vos voix. Donc, c'est qu'on n'a pas un objectif commun au final, on a l'impression. On a beau s'organiser. Et au départ, comme on l'a dit, s'il n'y avait pas eu certains leaders de l'opposition qui sont mis de côté, c'est sûr que l'opposition sénégalaise aurait eu la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et malgré que cette situation est arrivée, 80 contre 83, il y avait un coup à jouer. Il y avait même la possibilité d'acheter, entre griffes, si je le dis de cette manière-là, des députés de la majorité présidentielle. Parce qu'il suffisait de 2 députés de la majorité présidentielle et le tout est joué. Mais il suffisait de 2 abstentions de leur côté et le tout est joué. Donc il y avait un coup à jouer si c'était entendu, s'ils se sont unis autour d'un candidat. Mais il y a déjà ce problème-là. Chacun veut être candidat, tout de suite chacun veut être élu à tel ou tel poste. Et dans ces conditions, ça n'arrange pas. Et c'est un problème fondamental que l'opposition sénégalaise doit résoudre pour pouvoir réellement faire face à la politique de Macky Sall qu'elle déplore depuis un bon moment. Déjà, ils vont beau vociférer entre griffes, ils vont beau se battre, ils vont beau avoir de l'opposition des idées contradictoires, mais les politiques, les lois, les projets de Macky Sall vont passer. Vont passer comme de l'être à la poste. Hamzat Abdoulaye, aujourd'hui Amadou Mam Diop est devenu le président, proposé bien sûr par la majorité présidentielle. Est-ce que vous pensez que cette victoire, cette courte victoire-là peut permettre aujourd'hui à Macky Sall de gérer correctement son pouvoir jusqu'en 2024? Je le disais précédemment, Macky Sall va gérer. Il va gérer parce que il a une majorité, il contrôle sa majorité. Il a encore les coups de franche pour quand même faire quelques réglages, même s'il a fait beaucoup d'erreurs et il n'apprend surtout pas de ses erreurs, ce qui le rattrape aujourd'hui avec la montée de l'opposition. Quant au président de l'Assemblée, avec le choix de Macky Sall, je crois qu'il forme un tandem parfait. Lui, il est novice à ce poste certainement et il a tout à apprendre. Donc celui qui a tout à apprendre est manifestement prêt en politique pour faire des propositions et faire en sorte que les idées et les lois proposées par le gouvernement puissent passer. Le quid est de savoir, le 3e mandat, est-ce que Macky Sall va remettre ça sur la table? Parce que là, c'est le sujet qui va véritablement diviser les 2 partis, que ce soit la partie de la majorité absolue présidentielle ou la partie des opposants, de la coalition de l'opposition. Donc, si cette question est remise sur la table, ça risque vraiment de dégénérer. On ne sait pas dans quelle proportion, mais ça risque vraiment de dégénérer. Et pour finir, je pense que le choix de Diop est un choix aussi stratégique pour Macky Sall. Bon, je me disais, avec Aminata, ça aurait été plus simple, évidemment, parce qu'elle maîtrise la chose politique, elle maîtrise l'élément, et elle maîtrise aussi les enjeux et les défis, évidemment. Mais avec Diop, c'est comme si Macky Sall veut se réinventer en faisant peau neuve avec quelqu'un qui n'est pas forcément du cru. Qui est novice en quelque sorte, qui n'aura pas une ambition aussi démesurée peut-être à la longue. Qui sait, l'ambition vient après, dit-on. Donc, qui sait par rapport à son ambition, mais certainement dans peut-être l'optique de pouvoir rééquilibrer les forces au sein de l'Assemblée nationale. Parce que ce n'est pas fini. Macky Sall étant un renard politique, il a toujours les coups de franche pour encore rapatrier... Faire sortir d'autres cartes. Pour rapatrier, j'allais dire, d'autres députés. D'autres députés de l'opposition. Parce que si cette division au sein de l'opposition n'est pas contenue, n'est pas maîtrisée, il pourrait avoir des voix discordantes. Et ces voix discordantes peuvent être
repris par Macky Sall. Par Macky Sall, tout pour à fait. obtenir sa majorité. Encore qu'il lui complètement reste absolue. pratiquement 2 ans de gestion, puisque la prochaine élection présidentielle, c'est pour 2024. Mais juste, moi, je me pose une question. Est-ce qu'avec toutes ces informations, toutes ces situations qui se déroulent aujourd'hui au Sénégal, est-ce que Macky Sall peut être sûr de revenir peut-être en 2024, même s'il ne parle pas de 3e mandat, est-ce que Macky Sall peut tenir 2024 avec ce qui se passe actuellement? Ce sera compliqué, mais pas impossible. On parlait tout à l'heure de la Côte d'Ivoire et du Mali. Quand je parle de la Côte d'Ivoire, vous savez de quoi je parle. Malgré toutes les tensions, à un moment donné, le peuple peut se calmer ou on peut manipuler les résultats du peuple. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc, d'une manière, je vais dire, sur le plan peut-être de la manipulation des institutions, des pouvoirs, des électeurs, il pourrait tenir, il pourrait tenter le coup. Mais la réalité sur le terrain, si les choses doivent être faites conformément aux dispositions, à la législation sénégalaise, je ne crois pas. Parce que de plus en plus, les voix discordantes vont s'élever et vont s'agrandir. Elles deviennent même de plus en plus nombreuses. Donc, comme le disait tout à l'heure M. Abdoulaye, c'est que vous verrez que de plus en plus, c'est que l'opposition va encore s'émerveiller, va encore être plus ou moins acerbe dans les critiques envers Macky Sall. En plus, si jamais il se permet de prévoir le 3e mandat, que ce soit dans son camp, il n'y aura pas d'entente. Donc, ce n'est pas évident que, en fonction des réalités du terrain aujourd'hui, Macky Sall puisse envisager cela. Mais par moment, ce qui nous étonne, et nous sommes en Afrique, contre vents et marées, les présidents décident de faire ce qu'ils veulent. Et par moment, n'ayant pas le pouvoir, on subit. Nous allons suivre cette actualité également de près et on va revenir peut-être lorsque on aura de rebondissements parce que on ne sait pas, peut-être les mois à venir, Macky Sall peut décider d'aller au référendum pour remettre en cause la constitution et parler d'un 3e mandat. Oui, il a bien la possibilité de il est en train de tracer le chemin. Il est en train de tracer le chemin, quitte à savoir s'il peut y arriver en restant entier. Parce qu'avec Sonko comme étant figure de l'opposition, ça va être très dur. Ça doit être très difficile. Toutefois, il y a un dossier qui reste à décanter. C'est le dossier de justice de Sonko. De Sonko. Si Sonko est condamné pour ce dont on l'accuse, c'est-à-dire un viol, eh bien, il pourrait être inéligible comme il a été. Il a été inéligible pour les législatives. On pensait que, bon, avec la pression de la rue, les manifestations, les morts qu'il y a eu, eh bien, Macky Sall va flancher. Il n'a pas flanché, il n'a rien concédé. Les élections se sont tenues sans Sonko et sans les autres ténors aussi de l'opposition. Et pourtant, ça a donné un résultat aussi positif pour l'opposition. Dites-vous que au présidentiel, c'est toujours différent, les législatives. C'est vrai, on voit la contestation grandir, les manifestations grandir, les voix anti-Macky Sall aussi s'élever de plus en plus. Mais le jeu au niveau des élections présidentielles est différent. Et carrément et autre si chose. Sonko n'est pas dans ce jeu, il serait difficile pour l'opposition de damer le pion à Macky Sall. Fragiliser l'équilibre du Sénégal. On sait que le Sénégal n'a jamais connu un coup d'État depuis les indépendances. C'est d'ailleurs dans la sous-région l'un des seuls pays qui n'a jamais été dirigé, je vais y arriver, par un militaire ou un régime militaire. Donc le drame pourrait arriver. Ne tirons pas la queue du diable. Comme on attend de voir, puisque depuis 1960... tirer la sonnette d'alarme. Oui, tout à fait, puisque depuis 1960, l'opposition n'a jamais aussi remporté, n'est-ce pas, une si grande majorité au sein, pour les législatives. C'est arrivé, donc on attend peut-être... Je préfère les voix qui sont plus élevées. Les voix légales surtout. Oui. Je reste avec vous, nous avons encore 2 minutes, juste, puisque nous parlons de l'actualité africaine. Nous irons en Angleterre, juste un mot sur... la succession de la reine Elisabeth II, décédée récemment. C'est son fils qui la remplace, Charles III. Alors, si vous devez dire un mot par rapport à Charles III, que diriez-vous par rapport à sa future gestion? Est-ce que ce fils va-t-il tenir bon
par rapport à sa mère, tout ce que sa mère a fait sur cette terre avant de quitter ce monde. La reine est morte, vive le roi. Vive le roi. Et désormais, on ne va plus entendre le God Save the Queen, ce sera désormais le God Save the King. The King. Donc, les Britanniques sont prêts pour cette transition qui va commencer certainement dans les jours à venir, après l'enterrement de la reine Elisabeth II. Et Charles III a bien sûr la capacité, puisqu'il a longtemps vécu. Il a attendu 70 ans. Hein. C'est énorme. Ça n'arrive pas tous les jours, puisque la reine Elisabeth II a eu aussi un règne très long. Et voilà, il s'est apprêté. Tout le processus était déjà enclenché depuis plusieurs années. Depuis 1960. Exactement. Le processus de remplacement, même la reine Elisabeth, elle a été couronnée à 23 ans, si je ne me trompe. C'était en 2 avions. Elle était au Kenya quand son père est mort. Et puis, elle est revenue. En tant que reine. En tant que reine. Elle est partie en princesse. Elle est revenue en tant que reine. Donc, il est préparé, certainement, pour la couronne britannique. Mais il faut aussi comprendre aussi que nous ne sommes plus aux mêmes époques. Nous sommes en 2022, nous sommes à une époque où la démocratie est en train de prendre de l'ampleur. Beaucoup plus préfèrent la démocratie, même si 60% préfèrent encore la monarchie. Mais ça, c'est au sein de la Grande-Bretagne et ça concernait encore la présence de la reine. Aujourd'hui, elle n'est plus là. Et vous savez, elle faisait partie d'une figure, elle était une figure marquante et qui faisait l'unanimité. Aujourd'hui, il y a des voix discordantes. L'Écosse réclame un départ du Royaume-Uni, du contrôle de la couronne. Non, l'Écosse veut toujours rester dans le royaume, mais sortie du contrôle du roi. Et à part l'Écosse, il y a aussi les autres, hein, comme le Canada, qui sont toujours sous l'égide du monarque. Et pareil aussi pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et j'en passe. Donc, toutes ces voix aujourd'hui veulent un changement. Donc, Charles III est face à ce défi principal. Tenter de réformer comme sa mère a réussi à le faire. Sa mère a réussi à réformer la monarchie en limitant ses pouvoirs, en refusant de s'exprimer publiquement ou d'opiner sur les questions discrète, beaucoup plus discrète également. Effectivement, elle a réussi à réformer dans les années 80. En son temps, elle a réussi. Maintenant, quant à Charles III de prendre des mesures pour refaire une autre réforme qui épouse l'époque, une réforme qui épouse aussi les aspirations démocratiques, de liberté aussi. Et s'il réussit à le faire, eh bien, en tout cas, ça reste quand même un défi à relever. Juste, nous avons déjà fini, hein, vous avez juste quelques secondes pour me répondre à la question selon laquelle est-ce que face à ce défi-là que Abdoulaye vient de citer, Charles III va-t-il vraiment réussir ces défis? Je crois que il est le seul roi de l'histoire à être préparé pendant tout ce temps. Il a eu tout le temps de se préparer pour ça. Donc, on ne devrait même pas avoir peur pour lui. Cependant, comme on le dit, nous sommes à une époque où il doit trouver le panacée entre le classique et la modernité. Pouvoir réformer la royauté de telle manière à fédérer davantage les Anglais autour du monarque. De telle manière à démontrer aux Anglais qu'on n'a pas forcément besoin de devenir une république avant de continuer à évoluer et à devenir grand. Et en parlant des pays du Commonwealth, je crois que malgré les voix dissidentes, malgré certains pays qui voudraient bien prendre leur indépendance, il y a des avantages économiques et autres liés au Commonwealth qui fait qu'aujourd'hui, Charles a encore cette garantie-là de gouverner le temps peut-être de se mettre à l'épreuve, de démontrer de quoi il est capable. Merci, merci beaucoup. On a déjà fini. Pour finir, oui. Voilà, la boucle. Juste 5 secondes, allez-y. C'est que la Commonwealth se porte très bien. Donc, Charles III a aussi un défi majeur, celui de faire en sorte. Vous voyez, le Togo et le Gabon ont rejoint la Commonwealth. Ça veut dire qu'économiquement, la Commonwealth, quand même, est un avantage. Peut également étendre son hégémonie en quelque sorte. Non, l'hégémonie, je vais y arriver, c'est délicat parce que les États aspirent à l'indépendance, à l'autonomie. Donc, quand vous parlez d'hégémonie, ça va être une continuité de la même mise du royaume sur ces États. Non, je pense qu'il va redéfinir carrément les relations, bien sûr favorisant la liberté économique, évidemment. Il va favoriser aussi la souveraineté de ces États sans
s'impliquer. Sans son ingérence. Exactement. Et là, le défi, et je pense qu'il pourrait y arriver. Merci beaucoup, chers invités. Abdoulaye Hamzat, consultant analyste. Merci une fois encore d'avoir analysé, d'avoir opiné, commenté sur l'actualité africaine et la dernière actualité qui nous vient de l'Angleterre. Merci beaucoup et notre plateau est toujours ouvert pour vous accueillir très prochainement. Aimé Juste Desfordy, journaliste également. Merci également. Vous êtes toujours avec nous. C'est avec plaisir qu'on vous reçoit chaque fois. J'espère que vous serez encore des notes très prochainement pour d'autres informations, d'autres actualités. Merci, chers téléspectateurs. Merci également à toute l'équipe de la réalisation et à toute l'équipe de production, les cadreurs, tout et tout, les réalisateurs. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de Free Speech. À bientôt.